donner ta voix. Ton engagement pourvoyeur, ta lumière patient, des traits qui me fascinent. Papa, tu m'as créé selon le modèle de ta. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes bien évidemment sur notre émission Au cœur de la famille, qui est votre programme consacré au bien-être et à la consolidation des familles. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une thématique très importante et nous parlons d'un sujet qui touche à la fois les enfants, mais également d'une certaine manière les parents. Nous parlons des réseaux sociaux. Nous sommes dans une ère où les réseaux sociaux battent leur plein. Aujourd'hui, nous parlons de comment faire quand les parents et les enfants sont affectés ou encore même infectés par les réseaux sociaux. Et pour en parler, nous avons des experts de qualité juste pour vous. À ma droite, je reçois un journaliste, un communicateur et surtout aujourd'hui, nous allons le recevoir dans sa casquette de formateur des jeunes, monsieur André Dion. Bienvenue André, comment tu vas? Merci Nelly, c'est un plaisir pour moi d'être là et j'espère pouvoir apporter du bien pour la gloire de Dieu. Merci André, merci pour ta disponibilité encore. Alors de l'autre côté, nous avons une autre charmante dame. Bienvenue Patricia Wafo. Merci Nelly. Alors, merci toute l'émission, c'est un plaisir d'être là. Alors je rappelle que toi tu es expert en relations d'aide et donc tu traites des questions relatives au traumatisme des personnes qui ont été victimes de traumas, des blessures émotionnelles, la guérison, tu les accompagnes dans la guérison. Exactement. Donc merci d'être là. Et la prochaine invitée, on la retrouve tout à l'heure dans un instant et pour échanger pour la première partie, à tout à l'heure. Alors, je dois commencer par toi, André. Quel est le regard en tant que formateur des jeunes? Quel est le regard que tu as sur le niveau d'attachement des jeunes avec les réseaux sociaux, aux réseaux sociaux? Merci Nelly. Je voudrais d'abord préciser ce qu'on entend par réseaux sociaux, comment ça c'est devenu réseaux sociaux, parce que il faut comprendre les origines de cette affaire pour comprendre pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière aujourd'hui. Alors je voudrais dire d'emblée que les réseaux sociaux c'est en réalité à l'origine comme une sorte de filet. C'est-à-dire que ce sont des relations qui se tissent comme un filet. Si vous regardez par exemple les filets d'un gardien de but, vous allez voir que c'est plusieurs tissus, c'est des fils qui font un tout. Mais ça se construit à partir, c'est un peu comme la grand-mère au village qui fait, on appelle ça la broderie. C'est tout doucement, et puis ça finit par produire quelque chose. Donc en réalité, les réseaux sociaux existent depuis. Donc, nous sommes le fruit, la construction des réseaux sociaux. Si on prend ça de manière, j'allais dire originelle, on va se rendre compte que les associations sont les premiers réseaux sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, Nelly, tu peux être voilà, dans l'association des femmes les plus jolies de ton village. Par exemple, Patricia peut être voilà, la leader peut-être des originaires de... Ce sont des réseaux sociaux comme ça en réalité. Donc, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui communiquent, qui tissent ensemble qui décident d'être ensemble et qui décident d'être ensemble par des préférences. C'est-à-dire c'est pas des affinités. Donc pas seulement des affinités, même des préférences. C'est-à-dire que vous pouvez être amis comme vous pouvez ne pas être amis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent bon parce qu'on a le même niveau de, par exemple, social, on a peut-être le même pouvoir d'argent financier, donc on se met ensemble. Bon, c'est pas seulement l'affinité, ça peut être des intérêts. Et c'est ça qui va donc faire qu'on va voir par exemple
aujourd'hui au niveau des quartiers, on a ce qu'on appelle les 2-0, et 2-0, et on a les associations des taximens, des associations des bensigineurs, des anciens élèves de tel établissement et tout ça. Voilà les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens, quand on dit réseaux sociaux, on voit Facebook, et voilà, ils voient TikTok et tout ça. Donc, ce sont ces regroupements par préférence, par affinité et par d'autres raisons qui vont donc donner lieu à la naissance de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux vont prendre une véritable, j'ai envie de dire, envolée. C'est-à-dire que l'avènement d'Internet et de ce qu'on va appeler les plateformes numériques. Il faut qu'on fasse la différence. Alors, ces plateformes numériques vont accueillir les réseaux sociaux qui existent depuis. C'est-à-dire que... Ils vont prendre notre forme, notre dynamique. C'est-à-dire, à ce niveau, je vais prendre l'exemple de ceux qui sont dans le même quartier. Ils vont se dire, voilà, nous sommes les habitants du quartier Vourada. Les jeunes étudiants du quartier Vourada. Nous créons donc notre groupe WhatsApp, groupe Facebook, je ne sais pas, ça dépend du réseau social qu'ils vont choisir. Bon, ils créent ça, mais ils ont déjà leur relation. Avant de se transposer sur une plateforme numérique. Alors, quand ça c'est déjà expliqué, alors je peux maintenant répondre à la question. En fait, on va bien parler de l'ampleur de cet attachement numérique-là, effectivement. Alors, pourquoi l'attachement? L'attachement parce que, à l'époque, c'était, ça dépendait de la distance, ça dépendait du téléphone qui n'était pas déjà à la portée de tout le monde. Maintenant, on peut tout se dire au même moment. Où qu'on soit. Première chose. Et ça fait plaisir à tout le monde. Par exemple, un président qui s'adresse à tous ses membres au même moment, ça évite les mauvaises interprétations, ça permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'information. Et donc, après, ils vont interpréter d'une manière différente. Parce que dans les associations, ça ne manque pas. Au moins, le message est suivi de la même manière. Voilà. Donc, et là, l'autre avantage, c'est que les gens vont se rendre compte que on peut se réunir tous au même moment et très vite le message passe. Ça c'est un avantage. Donc on s'attache à ça parce que le coût n'est pas si fameux. Donc du coup ça intéresse. Mais ce n'est pas encore l'attachement. À ce niveau, c'est encore l'intérêt. Ça intéresse. Et donc, ça attire. On dit, tiens, mais je peux être ici aujourd'hui, j'écris à tel qui est au Canada, et puis on peut même faire le regroupement des enfants du village, bien que nous soyons physiquement à des endroits différents, des pays différents. Voilà. On peut se parler à moindre coût. On se dit, tiens, et le message passe très vite, et puis ça a une incidence sur les comportements, et donc, du coup, on se dit, c'est intéressant. Je tiens à préciser que jusque-là, c'est intéressant. Jusque-là, c'est intéressant. Attaché. Oui, mais la question, et je continue avec toi, parce que ma question, je voudrais vraiment que tu arrives au niveau de l'attachement. Cet attachement, parce que c'est l'attachement, en fait, qui devient le problème. Voilà. Et justement, j'étais en train d'arriver au niveau de l'attachement. Alors, l'attachement a plusieurs visages. D'abord, ceux qui vont sur les plateformes numériques, alors qu'au départ, leur intention était de se mettre ensemble, parce que c'est aussi ça, la base même des réseaux sociaux, c'est-à-dire ce sont, en anglais, j'aime bien dire ça en anglais, c'est-à-dire ce sont des, si je dois faire la traduction littérale, des communautés sociales. Alors, ce sont des gens qui sont au départ là pour des choses bonnes par rapport à leurs relations, mais après, parce que tu attends par exemple les autres, vous avez un rendez-vous, par exemple avec Google Meet, avec Snapchat, vous avez un rendez-vous. Et pendant que tu es là, tu te rends compte que je peux faire autre chose. Autre chose en attendant. Oui, et puis surtout, que tu le veuilles ou non, tu vas découvrir des choses parce que c'est un monde qui apparemment est gratuit mais ne l'est pas. Donc il y a des publicités qui vont passer. Il y a des choses qui vont défiler sous tes yeux. Tu vas dire, tiens, pendant que tu es en train d'attendre les autres, ou alors tu te dis, je regarde un peu ici, et puis tu te perds à découvrir d'autres choses, et tu vois que tu peux facilement placer ton article,
et tu peux facilement dire aussi ce que tu penses. Ce n'est plus la relation avec tes amis seulement. Oui, c'est le monde, vraiment, tu es avec le monde. Tiens, alors, hier, j'ai dit cette affaire qui défait la chronique entre tel et tel. Moi, je ne suis pas d'accord. Et on m'a écouté. Et on m'a écouté. Et tu encore. Même déjà. Voilà, et puis, il y a des gens qui me suivent. Tiens, non, demain, maintenant, je parle des pastèques qui commencent à être trop pourris. Ouais. Et puis, je viens, je dis, bon, écoutez, les pastèques, ils sont là. J'avais, par exemple, 200 vues. Non, 300, 400, 500. Ben, je suis important. Et puis au quartier, je commence à dire, écoutez, ne me parlez plus n'importe comment. Oui, j'ai des vues, j'ai l'attachement. Je commence à m'attacher parce que je veux qu'on me voit. Parce que là-bas, ce qui nourrit les réseaux sociaux, c'est qu'on te voit. La visibilité. C'est pour ça qu'on appelle ça les vues. Oui, vues, la visibilité est très importante. Voilà. Pas les toucher, mais vues. Oui, on m'a vu. Voilà. On ne veut pas savoir si tu es pertinent. On t'a vu. On t'a vu, que ce soit bien ou mauvais. Alors, Patricia, on parle vraiment de l'attachement là, ce fort attachement qui peut avoir des effets néfastes. Parlons d'abord sur les enfants. Comment cet attachement peut affecter, je vais même dire infecter les enfants? Ouais, j'ai été très enrichie avec son intervention. Et puis là, je voyais un peu la genèse de la chose. Parce que là, nous, quand nous arrivons, nous découvrons un truc déjà installé et on ne comprend vraiment pas. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui peut rendre ça néfaste sur les enfants? Moi, je pense que ça détruit les familles, ça scinde l'équilibre. De quelle manière? Après, quand nous remontons à nos parents, on se rendait compte que les parents, à nos parents, il y avait des rôles assez spécifiques. C'est-à-dire la mère, l'enfant rentrait de l'école, trouvait la mère, et puis on pouvait échanger sur comment était la journée. Il y avait vraiment la communion familiale qui existait à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et je vais même aller loin en disant que j'ai été choquée d'être dans un restaurant récemment. Et puis à table, il y avait une famille et chacun avait un téléphone. Et il y avait les repas, on servait les repas, chacun était sur son téléphone. Et puis je me suis exclamée, j'ai dit à mon époux, puisque je suis avec lui, que mais à quoi ça sert donc de sortir s'il faut venir s'asseoir en public et rester sur le téléphone? Donc nous voyons un peu comment ce réseau peut scinder la communion. On sort parce qu'on veut être en famille. On sort parce qu'on veut tisser des relations plus profondes. Mais on se rend compte que ce qu'on fuit nous suit. C'est-à-dire, on se retrouve au restaurant à la maison, c'est la même chose. On va arriver dans une maison, on va trouver que chacun a un téléphone. C'est-à-dire, même le père parle à la mère au travers le téléphone, étant dans la même maison. Oui, étant dans la même maison, il lui fait un texto pour lui, je suis dans la chambre, est-ce que tu peux me faire ceci? Et puis, on voit comme de fil en aiguille, il y a section dans les relations. Il y a section, les enfants ne s'ouvrent plus aux parents, ils s'ouvrent plus au réseau. Parce que là-bas, ils seront plus appréciés, ils seront plus valorisés et ils auront des vues, comme il parlait tout à l'heure. Ce qui les attire, c'est des vues. Mais ça, on parle vraiment des enfants, mais on remarque aussi, André, que beaucoup de parents même sont très connectés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les parents sont sur Facebook, sont sur TikTok, les parents sont partout. Mais est-ce que le fait que les parents soient autant connectés n'a pas un impact aussi sur les enfants, ou ne facilite pas cette connexion des enfants à cet outil internet ou à cette plateforme numérique là qui les expose finalement? Oui, je pense que les parents sont de plus en plus connectés et ça s'impose. Ça s'impose parce que aujourd'hui, l'alphabétisation ou l'analphabétisation se définit selon qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas l'outil technologique. Oui. Mais j'insiste sur le fait que il y a ce qu'on fait et ce qui existe. C'est-à-dire comment on utilise. Le téléphone est bien. Non seulement le téléphone, c'est bien. C'est bien d'appeler, on peut communiquer, on peut gérer beaucoup de choses en temps sur place. Il y a d'autres applications, d'autres possibilités de faire d'autres choses avec le téléphone. Bon, et quand on utilise ça, il faut avoir une certaine réglementation. Et moi je dis, les parents qui sont enracinés en Christ, qui ont des valeurs chrétiennes véritables, le téléphone ne les dompte pas. Ne devrait pas les dompter, André, parce que... Ne les dompte pas. Je dis bien ceux qui sont ancrés, enracinés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, par exemple, nous, mon épouse et moi, nous utilisons ces réseaux sociaux pour
mettre nos enfants à l'aise. Par exemple, il y a des réseaux vraiment qui sont bien pour eux, où ils apprennent, par exemple, les histoires de la Bible en dessin animé. Ils doivent avoir des tablettes, mais ils en ont. Ils en ont. Et parfois, nous sommes surpris d'entendre l'aîné dire vraiment, quand vous n'étiez pas là, on a vu l'histoire de Samson, mais il était fort, Samson, on a manipulé ci, on a fait ça. Et après, ils nous disent, mais il y a quelque chose qui nous a énervés. C'est quoi? Ils disent que la nounou, elle regarde les traces. On lui a dit que papa et maman disent qu'on ne regarde pas ça. Mais tu vois, là on entre au cœur. On entre au cœur, c'est-à-dire que on peut bien comprendre que beaucoup d'enfants restent connectés ou alors arrivent à développer beaucoup de choses malsaines dans ces réseaux sociaux parce que Patricia a commencé à dire il y a une perte de contrôle parental, Patricia. C'est-à-dire que parce qu'effectivement, pour qu'un enfant, quand vous regardez, si vous allez sur TikTok, les jeunes qui font des vidéos obscènes sont des jeunes enfants. Et on se demande finalement où sont les parents. Où se retrouvent les parents pour que les enfants soient aussi connectés, souvent sur des pages, font des commentaires et tout ça. On parle de la responsabilité des parents à ce niveau. Oui. Et c'est assez fort parce que nous croyons que les parents, c'est aux parents que Dieu a donné la responsabilité des enfants. Ça veut dire que le parent est censé connaître ce que fait l'enfant. Et malheureusement, on trouve des parents qui ne savent même pas que leurs enfants ont le téléphone. C'est-à-dire, c'est quand ils sont convoqués dans des établissements qu'ils découvrent que leur enfant a en leur possession un téléphone. Et on remarque de plus en plus la démission des rôles des parents. Les parents ont démissionné et puis même ces réseaux, ça les arrange. Parce que si je dois causer longtemps avec ma copine au téléphone, il ne faut pas que l'enfant me perturbe. Alors je vais lui donner un téléphone et lui dire, même si je lui dis que n'entre pas dedans, je ne suis pas là pour vérifier. Et nous savons que les enfants sont portés vers les interdits. Parce qu'on en parle à l'école. Je me souviens, au moment, j'avais remarqué que mes enfants avaient des comportements bizarres à la maison. Ils étaient devenus violents. Et j'ai pris un temps de prière. Et le Seigneur me dit, c'est la télé. Je dis, waouh. Mais je leur ai interdit des images qu'ils ne voient pas, des chaînes qu'ils ne regardent pas. Et je suis sûre qu'ils ne regardent pas. Et c'est quand je les fais asseoir qu'ils me disent que non, maman, c'est qu'à l'école, on a raconté un épisode. Et du coup, l'enfant veut voir la suite. Et voilà comment, dès que tu es un peu distrait, il déjoue ton attention pour regarder un truc. Les enfants sont tellement rusés. Ils sont tellement rusés que je pense que les parents devraient être vraiment présents dans leur vie. Parce que notre Dieu est présent dans notre vie pour nous empêcher de déraper. Mais ce que tu dis est vraiment pertinent. Parce que là, et même André l'a dit, on voit très bien qu'il n'y a pas que le côté néfaste. Parce qu'effectivement, quand on parle de réseaux sociaux, les gens voient d'abord tout ce qui est néfaste, on voit la nudité. On peut bien utiliser les réseaux sociaux pour... Les parents peuvent utiliser ça pour accompagner l'éducation des enfants parce qu'on apprend beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. On peut apprendre aux enfants à faire de la musique, du jardin. On peut dire que fondamentalement, c'est pas malsain en fait, André. Oui, c'est pas malsain. J'insiste encore sur le fait que nous sommes tous, les adultes comme les enfants, exposés aux réseaux sociaux. Je vous assure, quand vous allez... j'ai eu la chance de faire une incursion dans certains villages avec l'augmentation du prix du cacao et que voilà, un grand-père qui était tranquille là, il ne dérangeait personne. Maintenant, il vend bien le cacao, il a déjà un téléphone Android. Il peut se connecter sur Facebook. Et d'ailleurs, il découvre qu'il y a d'autres vieux qui chantent, qui ont des albums, ils commencent, vous voyez, et il est de plus en plus attaché à son téléphone. À ce moment-là, vraiment, ses enfants, ils attendent, hein, c'est pas son il découvre quelque chose de nouveau, il veut expérimenter ça. Oui. Donc, nous sommes tous exposés, les adultes comme les enfants, aux réseaux sociaux, aux technologies. Maintenant, j'insiste sur le fait que quand on a donné une bonne éducation, et comme Patricia disait, il faut être proche des enfants. Il faut être proche. Même si on met les réseaux sociaux de côté, on va se rendre compte que même le suivi des enfants par rapport à ce qu'ils font à l'école. Combien de parents, quand l'enfant rentre, lui demandent qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Comment était ta journée? Comment était ta journée? Mais surtout, j'insiste, qu'est-ce que vous avez fait? Montre-moi ton cahier. Vous avez appris quoi? Hein? Par exemple, même ceux qui sont à la matinée, il va te dire la lettre O. Et tu penses qu'on la forme comment? C'est important, c'est hautement important pour l'enfant. L'enfant comprend que toi, tu t'intéresses à lui.
Et il va se rendre aussi compte que désormais, il doit te rendre compte. Et c'est important. Obligatoirement. Ça fait que même quand je suis fatigué, que je rentre, c'est lui qui vient, papa, aujourd'hui, alors on a appris la lettre. Et voici comment, parce qu'il sait que je regarde souvent. Et il sait que moi aussi, je dessine. Parce qu'il faut dessiner. Ah oui. Il faut dessiner. Qu'il soit accompagné. Et puis, il y a aussi ce côté affectif qui manque. Parce que nous pensons qu'il faut redévelopper ça. Il faut toucher vos enfants. Ouais, il faut faire des bisous à vos enfants. Il faut les embrasser. Il faut prier. Il faut les bénir avant de sortir. Avant d'aller se coucher, on les bénit. On arrive dans leur chambre. On entre dans... Surtout, je m'adresse aux hommes particulièrement. Hein, parce que ce que les hommes ne savent pas, c'est que... moi, j'ai expérimenté quelque chose. Et c'est là où les femmes nous donnent le pion, excusez-moi. C'est qu'il y a une relation très intime entre le parent et l'enfant, surtout le bébé. J'ai lavé mes enfants quand ils étaient tout petits. J'ai mis les couches, j'ai nettoyé les selles. J'ai vu comment... Ça crée. Parfois, il reste là, il te regarde. Il attend que tu finisses. Tu l'as bien lavé, tu as changé la couche. Et quand tu penses qu'enfin tu peux un peu t'allonger, tu entends un bruit, il a encore fait les selles. Et quand tu enlèves la couche, il fait pipi sur ton visage. Et toi, tu te bats pour te contenir, en fait. Tu te bats pour te contenir. Il est content. Il te regarde. Et là, tu comprends que si tu agis en douceur, il comprend que tu l'aimes. Oui. Ça crée ce lien. Et je pense que c'est de ce lien dont on a besoin dans les familles. Absolument. On a vraiment besoin de ce lien parce que tu as pris un bel exemple, Patricia, en disant que les enfants sont à l'école. On ne les accompagne pas à l'école. C'est-à-dire que quand tu déposes l'enfant devant le portail de l'établissement, tu ne vas pas toujours contrôler avec il marche. Mais en fait, le lien que tu as pu tisser avec l'enfant fait en sorte que quand l'enfant rentre, il est attaché à toi. Il veut te partager sa journée et dans ce qu'il te dit, tu peux décerner et détecter des choses qui ne marchent pas et commencer à les corriger. Je mettrai de l'eau à ton moulin, Nelly, en disant que... Gladys et moi, nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux enfants, comment était ta journée? Alors, il nous dit, j'étais avec elle, et nous, on veut connaître ses camarades. On les connaît de nom, on ne sait pas à quoi ça renvoie physiquement. Il dit, j'étais avec Barga. Barga, lui, il est violent, papa. Il est toujours en train de faire les jeux de guerre, parce que nous, on leur a dit, c'est pas bien de faire ce genre de jeu. Il dit, et puis, il passe dans les toilettes des filles. Et ça nous a permis d'attirer l'attention de la maîtresse. Tu sais, t'as ou Marou. Oui. Et la maîtresse nous a remercié, mais vraiment, je n'avais pas remarqué que... Avec ça. Ah oui, parce que, justement, comme disait Patricia, il y a des phénomènes qu'ils regardent à la télé, qui se transposent à l'école, et ça entraîne ces choses de chez eux. Je n'ose même pas prononcer. Oui, ça c'est... Alors, vraiment, c'est très intéressant, mais on va revenir. On va revenir, le temps pour nous de prendre une petite pause pour écouter... Dans notre rubrique, le docteur Toko Sandra pour le Cassandre sur le point d'honneur. À tout à l'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre rubrique santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de faire de l'exercice physique, de faire du sport. Alors aujourd'hui, je ne vous parle pas de la grosse activité sportive, de jogging, activité en salle et tout ça. Si vous pouvez, c'est vraiment très bien. Mais si vous êtes un peu flemmard, si vous êtes pas très sport, il y a vraiment des exercices que vous pouvez faire tranquille à la maison sans vraiment vous casser un ongle. Comme dit vulgairement l'expression. En tout cas, il est très important de maintenir une activité physique régulière. Alors, si vous habitez ou si vous travaillez dans un bâtiment à étage, c'est très intéressant de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Pourquoi ne pas sortir en fin de soirée au moment où le soleil se couche pour faire le tour de pâté de maison? Et à la maison, si vous aimez danser, vous pouvez mettre de la musique et simplement exécuter des pas de danse pendant 5 à 15 minutes, histoire de vous dépenser un peu. Ça peut avoir l'air de rien, ça peut donner vraiment l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, mais je vous assure que sur la durée, ça porte du fruit.
Alors, le sport, ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent perdre du poids, surtout pas. Le sport, c'est vraiment pour entretenir son corps. Alors, peu importe la corpulence que vous avez, peu importe le poids que vous faites, vous devez faire du sport parce que ça permet à votre cœur d'être en forme. Ça permet vraiment à votre cœur d'avoir une activité physique régulière. Ça permet d'éliminer les graisses, ça permet d'éliminer le sucre. Donc, vraiment, c'est tout bénef. Et alors, le bien que ça fait au cerveau, surtout quand on le fait en s'amusant, surtout quand on le fait en musique, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi pas en groupe? Alors vraiment, si vous êtes paresseux, vous pouvez voir sur Internet maintenant, il y a toutes sortes d'applis qui proposent des exercices sportifs sans vraiment trop se fatiguer, sans vraiment transpirer. 5 minutes par jour, si vous pouvez le faire tous les jours, ou alors 15 minutes 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Alors, j'espère que ces quelques mots vous ont encouragé à commencer à faire du sport bientôt et très régulièrement. À bientôt pour une autre rubrique. Bye! Alors, si vous nous retrouvez, nous sommes bel et bien sur Safe TV, la source d'eau Vive Télévision. C'est votre émission au cœur de la famille, une émission qui est consacrée au bien-être et à la consolidation de votre famille. Aujourd'hui, nous parlons des réseaux sociaux, de leur impact, notamment sur les enfants et sur les parents. Et nous recevons notre troisième invité. Bienvenue, Bénédiction Muriel. Merci. Nous sommes contents de t'avoir parmi nous. C'est cette belle thématique. Je rappelle que nous sommes entrés dans cette émission avec ton son. Tu es mon modèle. On a voulu te voir pendant qu'on a lancé l'émission, mais c'est pas grave. On s'est réjoui d'avoir ce son. Alors je t'accueille à chaud. Tu es chantre et tu es aussi parent. Comment un parent peut réussir à contrôler l'utilisation par exemple d'Internet à la maison? Surtout qu'on sait que les parents ne sont pas toujours H24 avec les enfants à la maison. Parfois on sort, les enfants quand rentrent des classes, ils peuvent ne pas trouver les parents ou un adulte. Comment on gère le fait qu'il y ait peut-être un téléphone à la maison? Parce que de plus en plus les parents laissent des téléphones à la maison parce qu'il faut pouvoir rejoindre les enfants. Parfois ces téléphones sont connectés sur Internet. Comment on gère ce contrôle-là? D'accord. Merci pour la question. Je profite pour dire encore bonsoir à tous les téléspectateurs de la source de Vive Télévision cet après-midi. Donc, ce que je vais dire de prime abord concernant les téléphones, l'utilisation des téléphones en tant que parents, c'est que les parents doivent restreindre au maximum l'accès des téléphones pour les enfants. À moins que ce soit déjà des grands enfants à qui on peut parler et ils écoutent. C'est-à-dire peut-être ils sont déjà à l'université. Là, vraiment, on ne peut pas quand même les empêcher. On a déjà pris le temps de les éduquer vraiment. Mais pour les autres qui sont encore au lycée, vraiment, il faut vraiment réglementer très, très strictement l'accès. Très, très strictement l'accès. Sinon, après, vraiment, on peut avoir que ses yeux après pour pleurer. Parce que ce qui se passe dans la toile en ce moment, c'est vraiment de nature à égarer les enfants. Complètement. Complètement. Donc, ce qu'il faut faire de façon pratique, il y a des astuces pratiques qu'on recommande aux parents. Déjà, s'ils doivent faire leurs devoirs et qu'ils ont des recherches à faire, il vaut mieux qu'il y ait un poste, un ordinateur d'accès commun. Généralement, même c'est mieux un desktop même. Oui, d'accès commun, là où ils peuvent faire leurs devoirs en présence de tout le monde. Un endroit où tout le monde... il ne faut pas que l'enfant soit enfermé avec un écran. Ça, vraiment, les spécialistes ne recommandent pas ça du tout. L'enfant ne doit pas être enfermé avec un écran. Maintenant, il faut aussi utiliser des applications. Il faut utiliser des applications qui permettent de contrôler les comptes des enfants. Contrôler leur profil des réseaux sociaux, contrôler leur compte Google, contrôler leur temps passé. Parce que les applications en question permettent de contrôler même le temps qu'ils passent sur les réseaux, sur l'internet quoi, même si c'est pour faire les devoirs. Donc il faut utiliser ces applications là et voilà quoi. Il faut vraiment restreindre au maximum. Oui, restreindre au maximum, surtout qu'on sait que le fait d'être beaucoup connecté
au téléphone, il y a voilà, déjà la lumière. Ça nuit au cerveau et ça nuit au cerveau. Ça déjà, ça aussi, il y a d'abord même ça. C'est déjà un problème. Mais est-ce qu'on peut vraiment contrôler? Parce qu'elle parle de ce qui est bien, des applications, on va contrôler le temps qu'il a mis, on contrôle aujourd'hui et puis on se rend compte qu'il a fait plus de temps que prévu, on lui dit vraiment demain je veux plus que tu fasses 2 heures de temps, fais 1 heure, on vient voir qu'il a fait 2 heures de temps. Comment on fait finalement? Je pense que pour ma part, les enfants ont besoin de voir l'exemple. Ça veut dire d'abord le parent. Parce que nous ne pouvons pas demander aux enfants de ne pas passer plus d'1 heure de temps sur le téléphone quand nous passons toute la journée. Est-ce qu'on a, Patricia, on n'a pas les mêmes obligations? C'est-à-dire que oui, je suis les parents qui travaillent fondamentalement avec le téléphone, par exemple à la maison, et même un parent qui ne travaille pas fondamentalement avec le téléphone, quand il rentre, il a des dossiers qu'il gère. Est-ce qu'on va mettre le niveau d'accès du parent au même niveau? Est-ce qu'on va comparer? J'y viens justement, Nelly, parce que je pense que nos enfants, la communication est bonne. Nous devons partir sur une base de communication et leur donner de comprendre pourquoi eux, ils ne peuvent pas avoir accès à un certain nombre. Parce que si nous rentrons dans les Écritures, la parole, nous nous rendrons compte que chaque fois que le Seigneur nous a fait un interdit, il nous a donné une explication. Si vous faites ceci, voici ce qui suiviendra. Voici. Et la plupart du temps, je pense qu'avec nos enfants, nous devons leur expliquer. Moi, par exemple, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone parce que c'est mon outil de travail et ils le savent. Ils me disent même souvent, maman, quand ils toquent souvent, maman, tu es en train de faire quoi? Tu pries, tu fais ceci. Donc, ils savent que j'utilise mon téléphone. Mais maintenant, ils savent qu'eux, ils doivent utiliser leur téléphone quand ils ont besoin. Comme il y a des recherches. Maintenant, à l'école. La CIL rentre, la maîtresse, mon fils est rentré l'autre jour. On nous a donné un devoir de TIC. Je dois faire un message à ma maîtresse. Donc, il faut que tu lui donnes le téléphone. Avec Internet, bien sûr. Bien sûr, puisque le message doit partir. Donc, et que tu veilles. Et c'est là-bas que le parent intervient. Parce que quand l'enfant est sur le téléphone pour faire un devoir, rassure-toi qu'il fait le devoir. Rassure-toi qu'il fait vraiment le devoir. Et on doit beaucoup implorer la grâce de Dieu. Parce que nos enfants sont intelligents. Ils sont très intelligents. Ils peuvent passer d'une page à une autre sans que nous ne nous rendions compte. Donc je pense qu'en plus... Et puis souvent même Internet le leur propose. Nous-mêmes adultes, parfois tu es sur une page, on t'envoie au bas des propositions, de fenêtres, on te dit tu as juste besoin de cliquer. Comme on te dit, ça ne te coûte rien, clique simplement. Donc je pense que si on prend le temps avec nos enfants pour leur éduquer, pour leur enseigner ce qui est bon et ce qui n'est pas, pour leur donner de comprendre le pourquoi et le comment de chaque chose, nous pouvons compter sur ce que Dieu nous aidera avec eux. Et comme nous pouvons dire, on a parlé tout à l'heure de la présence du parent quand l'enfant va à l'école. Aujourd'hui, très peu de parents prennent leurs enfants à l'école. On est choqué de se rendre compte que des enfants de 5-6 ans rentrent des classes seuls. Des enfants rentrent seuls. Et puis je me demande, mais où est le parent? Parfois il doit traverser la route. Et j'ai eu une image l'autre jour, j'allais en ville, et puis celui-là, il devait avoir peut-être 7 ans. Il avait le bébé de la crèche au dos. Et il tenait la main du cadet. Il devait traverser une rue. J'étais choquée de voir cette image. Je me suis dit, les parents sont où? Les parents sont où à ce moment? Et voilà comment est-ce que le vide est facilement remplacé. Parce que nos enfants ont besoin d'attention. Notre frère a dit tout à l'heure que quand tu laves l'enfant, c'est beau de se rendre compte que c'est papa ou c'est maman qui me lave. La plupart du temps, la nounou gère ce travail de travail. Et quand on a accouché, on ne sait même plus. C'est quand l'enfant est malade qu'on découvre que c'est même une maladie depuis 2-3 semaines ou même des mois. Bon. Entrons même dans les abus, beaucoup d'enfants qui sont abusés, les parents sont où? Et les abus se passent à la maison. Ça se passe à la maison, les parents sont où? Donc moi je pense qu'en plus de leur donner tout ce qu'on peut donner ou ne pas donner, notre présence est fondamentale. Parce que c'est par notre présence qu'ils vont se sentir équilibrés. Puisqu'ils ont besoin d'équilibre, qu'est-ce qu'ils nous envoient dehors? C'est le déséquilibre. L'enfant recherche l'affection quand il n'en a pas eu. Et si nous revenons à nous-mêmes, on nous rend compte que les choses que nous avons faites dans notre passé venaient du fait qu'on cherchait à combler un vide. Donc, si nous regardons à ça, nous pouvons
gérer facilement les enfants. Et même l'enfant peut se trouver face à un téléphone. Il se rend compte que ta compagnie est meilleure que le téléphone, maman Nelly. Que je préfère mieux discuter avec ma maman. Le téléphone ne va pas me dire de bonnes choses. Maman va m'expliquer, elle va sourire, elle va me prendre dans les bras, comme on a mentionné tout à l'heure. Pendant que j'échange avec maman, elle me prend dans ses bras, elle me fait... Et puis l'enfant peut réclamer plus notre présence que le téléphone. Le téléphone peut être là et puis ça ne sert pas aussi. Donc tout est aussi fonction de la nature de la relation que le parent bâtit avec l'enfant. C'est dans cette relation qu'il peut mieux protéger l'enfant, qu'il peut mieux aider l'enfant à prévenir. Parce que on parlait tantôt quand tu parlais des enfants que tu as vus de 7 ans là. On a même à l'école, André, il y a dans des écoles où les enfants, votre enfant, tu as ton enfant qui n'a pas de téléphone, mais il va à l'école, son ami a un téléphone et ensemble ils se connectent. Là je veux faire le lien avec comment gérer maintenant les relations que nos enfants ont avec d'autres personnes dans leur école et qui peuvent effectivement les exposer à d'autres personnes. Alors il y a 2 images fortes qui m'ont toujours inspiré et qui conduisent notre façon, Gladys et moi, de gérer nos enfants à la maison. C'est celle de Noé et aussi celle de Josué. Josué, lui, il a carrément dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Mais les gens ne savent pas dans quel contexte il dit ça. C'est un contexte où vraiment on se moque de celui qui craint Dieu. C'est l'idolâtrie exaspérée, c'est exagéré, c'est... Alors, lui, c'est difficile. Et lui, les gens font un choix de se détourner. C'est ce qu'il dit. Il ne se cache pas. Il n'a pas honte de dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Noé, on a annoncé, on a averti, on a dit, entrez. Il a même voulu que plusieurs personnes entrent dans l'âge. Il se moquait de lui. Et ce qui devait arriver, arriva. Et tout à l'heure, Patricia a dit quelque chose. Je croyais qu'elle allait approfondir. Moi, je voudrais approfondir cela. Quand il dit que l'exemple doit venir de nous. Et j'ai dit tout à l'heure, nous sommes nous-mêmes tous au même niveau d'influence. C'est trop facile de dire que c'est mon outil de travail. Ça, c'est trop facile. Mais l'enfant te regarde. Vous êtes dans votre réseau social de la maison. De la maison. Voilà. Alors, tu es face à ton enfant. Je vois par exemple mon fils qui me dit papa, et c'est toi qui as dit qu'on ne doit pas allumer la télé. Et c'est toi qui as Il y a un match, parce que moi j'aime le football, et c'est le Real de Madrid qui va jouer le classique contre le Barça. Et dans tout le quartier, tous les garçons, on sait qu'on va regarder ce match. J'ai dit, on n'allume pas. Il n'y a pas de télé. Parce que chez nous, Dieu merci, je suis avec Gladys qui peut témoigner, c'est le vendredi. Jusqu'à samedi. Ensuite, c'était une mesure dimanche matin pour qu'ils regardent les dessins animés spirituels. Et il y a des chaînes qui sont cryptées. C'est-à-dire, on a... Oui, parce que... Donc, ils savent que c'est comme ça. Et quand mon fils me rappelle ça, sincèrement, je ne dois pas avoir mal. Je dois être fier. Même si ça me fait mal au fond. À ce moment, tu veux brandir l'autorité de père. Non, pas du tout. Non, je veux dire qu'un père, c'est facile pour un père à ce moment de brandir l'autorité, de dire je suis... Au contraire, j'ai l'impression que c'est le Seigneur qui parle à travers lui. Oui, bien sûr. Je ne veux pas lui montrer la honte que je ressens. J'entre dans, je dis, mais c'est vrai ce qu'il dit. Et là, je dois trouver une autre astuce. Je prends hier soir, par exemple, parce qu'il n'y a pas de télévision, et là, ma fille, elle est bébé. Et moi, je danse avec elle. J'interprète des chansons, je danse. C'est-à-dire que... Et elle m'arrête comme une grande personne. C'est ça. Ça m'arrête comme une vraie femme. Je dis que c'est une vraie femme. C'est déjà une vraie femme. Donc, moi, je pense que quand on est dans ce type de relation profonde avec nos enfants, nous et notre maison, nous allons servir l'Éternel, même s'ils arrivent dans leur salle de classe, dans leurs écoles. Je vous ai dit, mes enfants viennent me dire, telle la festival, on lui a dit que c'est pas bien. Il a commencé à dire que nous, on ne sait pas comment on doit faire, c'est vraiment, nous sommes bizarres. Oui, je dis, mais tu sais que nous, si on dit ici au quartier que nous sommes bizarres, alors restons bizarres.
Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut aider les enfants. Il faut oser défendre ses convictions. Il faut aider les enfants à pouvoir affirmer leurs convictions à l'école. Parce qu'effectivement, parfois, les enfants ont ce problème-là. C'est qu'à l'école, les gens font comme ça. Il y a un autre problème, Nelly, c'est qu'on a de plus en plus honte de professer sa foi, de parler de Dieu. Moi, je trouve que c'est aberrant. Même les chrétiens, vraiment, qui disent qu'ils sont vraiment chrétiens, non, moi sur mes pages, heureusement que j'ai quelqu'un qui a abonné à ma page aussi, on est amis, et je parle de Dieu. Quand j'ai une prière, je la balance. Vraiment. Et puis ça aide, surtout quand nous parlons de cette question, ça aide beaucoup quand vous savez que les gens connaissent votre foi. C'est une sorte de protection aussi. Parce que vous savez qu'on ne doit pas vous retrouver dans n'importe quoi. Et vous-même, vous faites attention de ne pas être mêlé ou retrouvé dans n'importe quoi. Ça vous donne la grâce d'être en éveil permanent. C'est-à-dire vous êtes toujours... Parce que le regard de l'autre vous aide aussi à vous remettre en question. Et vous dites, mais s'il me voit, il va me dire, mais c'est pas toi qui enseignes souvent ça. Donc, moi, je pense aussi qu'il faut que les gens sachent que ceux qui ont créé ces réseaux sociaux-là, ils ne sont pas bêtes. Ce sont des intellectuels. Et il y a un autre aspect que voilà, Bénédiction a essayé d'effleurer, c'est que en dehors du contrôle que nous faisons, il y a des outils qui sont là sur ces réseaux sociaux. Et là, je m'adresse aux adultes. Ils s'inscrivent, ils entrent dans les réseaux sociaux sans connaître comment ça se passe. Il n'existe aucun réseau social où on ne te présente des possibilités. C'est-à-dire, tu t'inscris. On te dit d'ouvrir un compte. Et quand tu ouvres le compte, on te dit, est-ce que tu permets qu'on partage, on t'envoie, nous... Oui. Attends, tu veux vite aller dans la DM. Tu vas commencer à utiliser. Mais lui, il n'oublie pas que tu avais dit oui. Et puis... Parce que tous sont, n'est-ce pas, ils adhèrent à des grandes conventions de liberté. Donc, quand tu vas te plaindre un jour que voilà ton image qu'on a... Tu dis, mais attends. On va te montrer. C'est que toi-même, tu avais dit oui. Que tu avais signé. Donc, juste pour dire qu'il faut faire attention quand vous entrez, il faut savoir qu'il y a n'est-ce pas, des outils de contrôle. Et même Canal Plus, sans publicité, ces chaînes-là, il y a des endroits où tu dis, je vous dis qu'il y a des chaînes qu'on a cryptées. C'est possible d'empêcher de regarder. De regarder ça. Oui. Patrice, à toi qui es dans la relation d'aide, jusqu'à quel niveau un enfant peut être affecté sur le plan émotionnel à cause de ce qu'il a vécu ou même de ce qu'il a regardé? Parce que parfois, on a souvent des enfants, vous voyez, des enfants d'un an qui ont des tablettes. Et puis les tablettes qui ont Internet, c'est-à-dire un enfant veut l'Android, son écran est tactile. Donc l'enfant veut vraiment aller dans ses dessins animés. Mais comme il y a Internet, l'enfant va de notre page et voit des images vraiment traumatisantes. Jusqu'à quel point les enfants peuvent être affectés par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dont ils ont accès à travers l'outil Internet. C'est vrai que quand on aborde ça comme ça, il faut peut-être le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le croire parce que malheureusement, beaucoup de destinées sont détruites à cause de ces choses. Parce que la parole de Dieu est ferme. Elle nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole. Parce que Dieu nous dit que ça doit venir de la... Quand ça vient d'autre chose, on croit en cette chose-là. C'est-à-dire, si on laisse l'enfant, la plupart du temps, écouter ce qui est contraire à ce que la parole dit, l'enfant croira en ça. Et dans les familles, nous nous rendons compte qu'il y a des enfants qui ne croient pas en Dieu. Des enfants de familles chrétiennes qui ne croient pas en Dieu à cause de ce qu'ils voient, à cause de ce qu'ils entendent. Et malheureusement, nous ne filtrons même pas ce que nous nous disons à la maison. Parce que la plupart du temps, on est des parents, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous allons à l'encontre de la parole. Et parfois devant les enfants. Je dois filtrer ma conversation. Je dois savoir ce que je dis. Parce que le langage de mon enfant, c'est mon langage. Quand tu écoutes un enfant, tu peux connaître le langage qui est parlé chez lui. Donc, les réseaux sociaux, quand nous entrons dans les guérisons intérieures, nous nous rendons compte que beaucoup d'enfants ont été affectés. J'ai eu le cas d'une jeune fille, 18 ans, son père l'avait tapé. Son père avait usé de tout parce qu'elle était devenue, je veux dire même une prostituée. C'était une prostituée. Elle n'avait plus de limites. Et quand il a partagé ça avec mon époux lui a dit, rencontre ma femme. Et j'ai été avec l'enfant. J'ai commencé à causer avec l'enfant. J'ai découvert que c'est un enfant qui a commencé à être abusé à bas âge.
abusé où? Chez les oncles, quand ils allaient en vacances. Et ils sont tellement allés en vacances chez cet oncle-là. Donc, à un moment donné, l'enfant développe, ça devient une habitude, parce que chaque vacance, ça se répète. Et après, donc, les réseaux lui offrent la possibilité d'aller au-delà. Alors, il pouvait déjà le faire par téléphone, parce que sa mère l'a surpris un jour au téléphone. Parce que ça avait commencé où? Et ça se retrouve déjà là. Et là-bas, elle trouve d'autres personnes qui ont été abusées. On appelle des affinités. On voit des personnes qui ont été abusées, qui cherchent, qui créent un site et qui parlent de ça. Et pour eux, ce n'est plus de la honte. Et quand l'enfant a accès à ça, la mentalité commence à être transformée. Vous aurez un enfant qui prie, qui lit la Bible, qui prie, mais à l'intérieur, l'enfant a été détruit. C'est-à-dire que si un parent n'est pas vraiment regardant, ce qui peut se passer, c'est qu'il pourra se contenter de la carapace en fait. Il pourra se contenter d'avoir un enfant qui va à l'église, d'avoir un enfant qui lit la Bible, d'avoir un enfant qui est religieux, qui va lui balancer les versets bibliques qu'il veut écouter. Et sans toutefois, j'aimerais dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles on retrouve beaucoup d'enfants qui, une fois chrétiens, lorsqu'ils quittent le foyer, le cocon familial, ils se détournent. Oui. Parce qu'ils ne rêvent que de cette liberté. Oui, mais en même temps, ça me rappelle une situation. Je pense que trop surveiller l'enfant est dangereux aussi. Oui, parce que c'est pour cela que j'insiste sur cette éducation spirituelle, où tu amènes l'enfant à prendre conscience dès le bas âge qu'il doit avoir une intimité avec le Seigneur. À partir de ça, je vous assure, même si vous ne le suivez pas partout, il sait qu'il doit craindre ceci, il doit éviter cela. Peut-être il n'a pas la capacité d'un adulte, mais le simple fait que ce soit là, c'est déjà une semence. C'est déjà une semence. Sinon, certains vont faire ce que papa et maman veulent quand papa et maman sont là. Une fois qu'ils arrivent à l'université, liberté, ils vont se dire, tiens, on me refusait ceci, on me refusait cela. Et je ne vais pas oublier les mauvaises compagnies. Oui, parce que les mauvaises compagnies vont lui dire vraiment, écoute, vraiment on te refusait ça, viens, tu vas voir comment c'est bien. Et puis même parfois au lycée André, il y a ça, quelques années, on a écouté les enfants qui se retrouvaient, parce qu'ils ont vu sur Internet et ils voulaient appliquer, des enfants, des lycéens qui se retrouvaient dans des chambres pour faire des parties. C'était des choses qu'ils ont regardées à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux, à la télévision. C'est souvent des choses regardées sur des sites internet. Ils se disent, bon, on va essayer d'appliquer. Donc, pour dire que c'est une thématique très profonde, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et on va souffler un peu et revenir pour la revue de la confidence. La confidence, c'est on parle des cas pour recueillir votre avis. Des cas qui nous ont été posés et on recueille votre avis. Tout à l'heure, on revient sur la confidence. Alors, nous recevons, comme depuis, deux confidences ce jour qui requièrent votre avis. Bonjour, coach. J'ai offert un téléphone à ma fille pour son anniversaire en lui donnant des règles d'utilisation. Mais je me suis rendu compte qu'elle ne les respecte pas et passe beaucoup de temps au téléphone et surtout à parler avec ses amis la nuit par message. Elle dort peu finalement. J'ai confisqué le téléphone et je vois bien qu'elle a pris de la distance avec moi. Et j'en souffre. Que faire? Lui remettre le téléphone et réparer notre distance et réparer la distance, ou continuer de le garder en souffrant de son attitude? Voilà. On fait quoi dans ce cas? L'enfant avait le téléphone, l'enfant est déjà habitué au téléphone, à whatsapper avec ses amis jusqu'à tard la nuit. Maintenant, quand la mère prend le téléphone, l'enfant s'éloigne, c'est un peu comme pour bouder et dire à la mère, tu m'as touché là où j'ai mal. Et la mère, une mère, c'est normal, elle le toucher, de voir la distance. Et maintenant, comment elle fait? Est-ce que je reprends le téléphone et puis ma fille et moi, on se reparle normalement, ou alors je garde le téléphone en temps je souffre du fait qu'elle ne souffre plus. Même si c'est dans la chambre, elle n'est pas avec ses amis, mais elle ne me parle pas. Patricia. C'est vraiment un cas assez délicat. Mais ça me renvoie à la correction.
la mesure que nous utilisons pour corriger l'enfant. Parce qu'il y a une différence entre corriger l'enfant et lui infliger une souffrance. Parce que dans le processus, il est demandé d'expliquer à l'enfant. C'est-à-dire, je t'ai donné ce téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit à la base? Maman, papa, tu as dit que je ne jeûne. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Toi-même, propose-moi une correction par rapport à... Parce que tu as violé une loi. Il faut que quelque chose s'applique. Propose-moi quelque chose. Parfois, c'est un exemple d'échange avec l'enfant. Et l'enfant va peut-être te dire que ouais, je suspends tel, ou je fais ceci, ou je ne sais pas quoi. Une semaine ou 2 semaines. Et tu lui dis, ok, ce que tu dis est bien, mais moi, je préfère aller comme ça. C'est souvent un moment d'échange entre l'enfant et toi. Et que vous partiez sur une base d'accord. Parce que je pense que s'il a donné le téléphone à l'enfant est déjà en âge. Je vois déjà un âge. Ça veut dire qu'ils peuvent échanger. Alors, je pense qu'il a dû utiliser la méthode qui froisse. Et l'enfant manifeste une blessure. C'est-à-dire le recul, c'est une blessure intérieure qu'elle manifeste de cette façon. Et il faut traiter ça. Il faut traiter ça parce que c'est une confiance qui se brise. C'est un point d'honneur qui est touché. Et pour la fille et son père, nous savons très bien ce que ça peut produire. C'est que le cœur se retourne vers l'extérieur. Bénédiction, on reprend le téléphone. Bon, moi, pour ma part, je pense qu'il faut aussi éduquer les enfants sur le chantage affectif. Moi, j'en parle souvent, ça va beaucoup, de tout ça beaucoup à mes enfants. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de représailles par les sentiments aux gens. Et on apprend à résister on va dire quoi? Bah oui, la dépendance émotionnelle, le chantage affectif. Tu ne peux pas me faire un chantage affectif parce que j'ai pris le téléphone, ce qui est dans ton intérêt. Comme elle dit, je lui explique que ce que je fais là, je dis souvent à mes enfants, plus tard vous allez me remercier. Maintenant vous êtes encore fâchés, mais plus tard vous allez me remercier, vous allez m'acheter les cadeaux pour ce que je viens de faire. Ça veut dire, tu lui dis ça, il relativise. Tiens, peut-être que... Oui, il faut que je voie aussi ça. Voilà, donc moi franchement, non seulement je prends le téléphone, je ne sais même pas, peut-être je le vends où il va, je ne sais même pas, je fais disparaître ce téléphone. Surtout que je me rends à ce qui n'est même plus l'espoir de le retrouver. Mais là, je suppose que pour aller jusqu'à cette mesure, c'est souvent, je suppose que dans ce genre de cas, c'est souvent le fait on a même souvent un processus. Je pense quand même que pour qu'un parent arrive à totalement prendre le téléphone, c'est qu'il a déjà dit à l'enfant, pas attention, c'était déjà vu. Donc ça veut dire que quand l'enfant récidive, tu sais, Amélie, là où moi je dis que nous, les parents, doivent vraiment restreindre l'accès. Parce qu'on n'a pas aussi souvent trop le temps de surveiller. Et vraiment, ils ne sont pas vraiment en âge de discerner ce qui est bien pour eux. Et quand même, la bonne nouvelle, comme elle disait tout à l'heure, on se demandait si est-ce qu'on sera là tout le temps pour voir s'ils ont fait pendant 1 heure de temps. Ou... La bonne nouvelle, c'est que toutes ces applications-là, toutes ces stratégies-là, tu cales, voilà, ils vont faire 1 heure de temps, ils ont les devoirs à faire. Quand ça arrive à 1 heure de temps, l'appli bloque, l'Internet se coupe. Ils n'ont plus accès. Par exemple, il y a aussi le fait que, je remarque aussi, par exemple, quand nous sommes à l'église, les petits-enfants, nous les parents, parfois, on a vu un moyen de se débarrasser des enfants. Mais juste avant l'émission, Patrice, on en parlait un peu. En leur donnant le téléphone. Oui, c'est-à-dire qu'en plein culte, un parent donne... Tous les bébés ont les téléphones. Moi, souvent, je dis à mes soeurs à l'église, vous savez quoi, si l'enfant aussi doit prendre Dieu au sérieux, ne lui montre pas qu'il peut être dans la présence de Dieu. Et fait n'importe quoi. Sous les bandes dessinées, il vous lui mettez juste pour qu'il vous laisse tranquille. Juste pour que toi, il te laisse suivre le culte. Parce que je ne veux pas être Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que lui va devenir? Les mots de tête qu'il va te donner plus tard. Parce que tu ne lui permets pas de voir Dieu de la bonne manière. Donc, il y a vraiment tout ça. Nous devons être... Parfois, ça fait mal quand tu punis un enfant. Moi, mon fils, lui aussi, quand il voit souvent les autres avec le téléphone à l'église, maman, je vois aussi le téléphone pour lui dire non. Je lui dis toujours que je déteste voir les petits-enfants avec le téléphone. Je lui dis toujours ça, que j'ai horreur. Donne-moi. Donc, il croit toujours... Mais après, bon, l'enfant oublie aussi vite quand tu l'habitues. Et que tu sais très bien. Parce que ça, je suis sûre que ça, on n'a pas forcément le cas, mais là, les pères font ça facilement. Parfois, les mères même, nous, les mamans, nous sommes parfois très émotifs, c'est-à-dire que les pères arrivent à bien
les pères souvent arrivent à dire, et c'est ça qui est bien sur les pères, parce que parfois là où la mère veut jouer des émotions, alors que l'enfant a vraiment besoin de ça, le père vient lui dire non, demande d'abord le téléphone avec un accord, et tu étais d'accord de l'accord, et donc si tu biaises l'accord, j'ai le droit de reprendre. Donc c'est bien. Qu'est-ce que tu penses, André? Moi, je pense qu'il faut connaître ses enfants. Et dans ce partage, je crois qu'elle a observé, la personne a observé, et c'est après une longue observation qu'elle est arrivée. Ce n'était pas le premier coup. Voilà. Vraiment. Donc, moi je pense qu'elle a tout attendu. Elle a tout attendu. Oui, et que la première chose à faire, c'est de ne pas montrer à l'enfant que tu vois. C'est-à-dire que je prends un exemple. Si tu as remarqué que l'enfant, surtout s'il a un certain âge, tu as remarqué qu'il a son téléphone à une certaine heure. Mais tu peux choisir cette heure-là pour mettre la prière familiale. Tu commences d'abord comme ça. L'enfant va dire que oui, tu commences comme ça. Il va sentir que ça... Parce que il se sent à l'étroit. Même en priant, tu vas... D'ailleurs, il va se rendre compte que... Même les sujets de prière, on va orienter ça. Voilà. Nous prions pour que nos enfants arrivent à bien contrôler Internet. quelque chose qui se passe. Et s'il a un enfant qui a encore la crainte de Dieu, ça va le toucher. Oui. Et ne sois même pas surprise que ce soit lui-même qui vienne te dire que bon, c'est vrai que depuis un certain temps, je m'excuse et tout ça. C'est pour ceux qui ont... maintenant, si malgré tout ça, il continue, c'est-à-dire vraiment ça ne lui dit rien, mais tu prends le téléphone. Mais ne prends pas le téléphone sans lui dire pourquoi tu prends le téléphone. C'est important. Oui. Et surtout que ce qui est bien là-bas, c'est que elle a parlé quand elle remettait le téléphone. Et le cas, c'est-à-dire c'est bien clair qu'on s'est accordé sur les règles. Et puis là maintenant, on voit très bien que l'enfant n'arrive plus, est fatigué le matin. Et à ce moment-là, ça devient donc, c'est que Bénédiction disait, ça devient du chantage. Et là, si tu agis avec violence, c'est-à-dire si tu es vraiment ferme, mais tu n'as pas de problème. Tu dois être fier d'être ferme. Parce que quand on punit quelqu'un qui ne sait pas qu'il a mal fait, c'est une chose, mais quand on punit quelqu'un qui sait qu'il a mal fait, non, il faut être dur. Et je pense que dans le livre des Proverbes, vous avez dit même que la chicotte est bien. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est bien d'être ferme. Comme Bénédiction disait, je vous assure, parfois, moi, je tape mon fils, j'ai mal. Ça fait mal, mais à un moment, tu te dis, c'est important pour l'enfant. À ce moment-là, c'est important. Ça vaut la peine. Alors, merci. Alors, la deuxième confidence. Bonjour, coach. Je viens de me rendre compte que ma nounou passe beaucoup de temps sur les réseaux et je l'ai su à travers les attitudes de mes enfants et leur langage. Quand je leur ai posé des questions pour comprendre, ils m'ont dit qu'ils regardent beaucoup le téléphone de Tata X, n'est-ce pas? Dois-je lui demander de ne plus lui donner, de ne plus leur donner son téléphone, et comment vérifier qu'elle le fasse réellement? Ça rejoint la situation que je décrivais. C'est nous qui met trace, qui regarde les chaînes. Voilà. Et les enfants nous disent que on passe. Je suis d'abord passé une première fois, papa, c'était les femmes nues. J'ai dit, je fais que allons dans la chambre rapidement. Après, je suis encore venu guetter, c'est le mec qui vient guetter. Il vient voir si ça a changé, c'est encore la même chose. Alors, on se rend compte que, Gladys et moi, on l'a fait à soi, on lui dit. Là, on a vraiment, c'est parce qu'il va de la vie de nos enfants. On lui dit, écoute, voilà, nous on t'a fait venir ici parce qu'on savait que, voilà, tu es quand même une personne adulte, tu comprends. Et on t'a donné, surtout qu'à elle, on a dit clairement les règles. Ici, chez nous, la télé, c'est comme ça. Mais on ne t'empêche pas d'être libre quand les enfants sont à l'école. Mais une fois qu'ils sont à la maison, vraiment, tu te conformes à nos règles. Et c'est comme ça. Elle a fait comme si elle entendait. Et après, elle a récidivé, ça a continué. Alors Gladys et moi, on a mis en prière et puis on s'est dit, le Seigneur nous a dit, il faut crypter. On a toutes les chaînes. Et curieusement, elle s'est rendue compte que les chaînes là ne passent pas, elle ne nous dit rien. Maintenant les enfants disent... Mais elle n'a pas le courage, parce que quand vous avez demandé que si elle demande que pourquoi c'est crypté, on va lui dire qu'en fait tu avais dans l'intention de corriger des gens. Et les enfants maintenant de nous dire que voilà, elle est maintenant là, elle est présente. Bon, parfois elle regarde un peu Trans Gospel. On dit tiens, c'est ça
qu'on a laissé. Oui, c'est pour ça qu'on a laissé. C'est une méthode que je peux proposer aussi à cette dame. Et puis avant de te donner la parole, moi aussi je connais une amie qui m'avait confié que sa fille de 4 ans, elle a su que la nounou à qui on avait demandé de ne pas mettre Trace TV, je veux dire, les chaînes qui n'étaient pas des chaînes chrétiennes, la fille, un jour à la méditation familiale, les parents ont demandé à leur petite fille qui avait 4 ans à l'époque de lance-nous un cantique pour un chant de prière, pour qu'on prie. Et l'enfant a lancé un chant de cette chaîne-là. Donc, toi, eux n'ont pas eu besoin de trop comprendre. Ça a été clair pour eux que, en fait, cet enfant buvait un genre de musique toute la journée. C'est pour ça que le cerveau avait enregistré ça. Et quand le matin, on dit à l'enfant d'entonner un chant, une cantique pour le Dieu local, l'enfant lance ce chant et directement, ils avaient bien recadré les choses avec la nounou. Donc, bénédiction, qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que vraiment, il faut être dur, comme André disait tout à l'heure. Il faut être dur aussi longtemps qu'on est convaincu par le Saint-Esprit que c'est la chose à faire, que c'est la bonne chose à faire. Parce que moi, j'ai vu le témoignage d'une jeune fille qui témoignait dans des groupes chrétiens qu'elle a été initiée au porno à 9 ans à cause des téléphones des tantes et des tatas, des tantines qu'elle regardait comme ça. Donc il faut être... Parce que tous ces gens-là, tu ne sais pas ce que lui regarde, ce qu'il... Oui, en fait, si on contrôle son téléphone, tu ne vois pas le genre de vidéos que tu vas trouver là-bas. Donc, les enfants peuvent tomber dessus et vraiment, ça peut être le début de quelque chose qu'après tu ne vas pas maîtriser. Donc vraiment, il faut être vraiment intraitable avec tous ces gens-là. Que voilà, si c'est que tu viens ici, voilà, ton téléphone, je ne veux plus le voir. Soit tu utilises un code, même s'ils prennent, ils ne connaissent pas le code. Vraiment, tu as ta vie. Si tu as choisi d'avoir ta vie, c'est comme ça. Donc vraiment, il faut vraiment... Moi, ce que je fais avec mes enfants, c'est que on utilise le même téléphone. Ils utilisent mon téléphone. Donc j'ai accès à leur profil Instagram, tout. Je peux leur demander l'amitié. J'essaie un peu de voir. Voilà. Et moi-même, je surveille l'historique de mon téléphone. Si on supprime les historiques, je vais savoir. Donc, on utilise le même téléphone, en fait, pour qu'ils ne soient pas quand même, comme il disait, il ne faut pas trop les protéger aussi. Oui. Parce qu'en même temps, ils vont devoir affronter il ne faudrait pas que le jour où le monde se présente devant eux, qu'ils soient séduits. Pas d'âme, quoi. Qui développe quand même la compétence de comprendre et de gérer le monde et de savoir qu'est-ce qui... Voilà. Parfois, même quand on zappe la télé et qu'on tombe sur une image qui est infecte par hasard, je ne zappe pas directement parce que en zappant directement, tu risques de rendre la chose attrayante et curieuse. Et comme l'être humain aime la curiosité, je m'arrête, je dis, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le péché. C'est quoi? C'est le péché. Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je profite, je cite tous les EDESA. Et même ils voient que non. Tu vois, voilà. Avant de zapper maintenant, c'est un peu ce que j'essaye de faire. C'est important. Oui, Patricia. Oui, je voudrais ajouter à ça que je pense que l'intimité du parent avec le Seigneur parle beaucoup aussi dedans. C'est l'expérience personnelle que j'ai. Ils ont un téléphone, les enfants ont un téléphone et il m'arrive parfois comme ça, poussé par le Saint-Esprit, je m'en vais vérifier les conversations. J'entre dans les conversations, je vérifie et je trouve toujours quelque chose. Toujours quelque chose, chaque fois. Le cas le plus récent, c'est une fille au collège qui veut une relation avec mon fils. Et lui, il ne veut pas de ça. Parce que je lisais les conversations, je lisais. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe entre toi et tel? Et il m'a déroulé le tapis directement. Non, maman, c'est une camarade de mon petit frère qui. Et il dit, j'ai déjà parlé, elle ne veut pas, j'ai pris l'enfant. Je lui ai dit que ta maman a dit qu'elle ne veut plus. Et lui, il me dit, maman, tu vas me fouler la honte. Comment ma mère va intervenir dans les choses? Maman, là, je vais gérer. J'ai dit non, ici, je gère. J'ai été très ferme là-dessus. Et mon petit frère allait lui parler. Et j'ai remarqué, les choses se sont arrêtées. Les choses se sont arrêtées. Et je l'ai pris, je lui ai dit que quand tu vois Dieu là, il fait comme s'il n'intervient pas dans nos vies. Mais il a le droit sur tout ce que nous faisons. Et nous devons, en tant que parents, faire de même avec vous. Quand ça ne va pas, à un moment donné où tu ne peux pas gérer,
le parent doit gérer, surtout quand c'est ce genre de choses. Parce que tu vois bien dans les conversations que le gars dit non, mais la fille insiste, tu comprends que... Oui, il va lui dire que en quoi est-ce que c'est le péché. Elle ne lui demande pas d'avoir du sexe avec lui, elle veut seulement qu'il soit... Et elle ne voit pas en quoi c'est le péché. Et donc, je les ai pris tous les deux avec son petit frère, on en a parlé. Et l'année dernière aussi, le Saint-Esprit m'a inspiré comme ça à mon anniversaire. Je leur ai dit, invitez vos amis. On a fait un pique-nique, on est allé au zoo de Vorbetti. J'ai demandé l'avis des parents, que chaque enfant demande l'avis des parents. Et là, j'ai découvert leurs amis. Et pendant ce pique-nique, j'ai eu des thèmes que j'ai abordés. J'ai parlé sexualité avec eux, j'ai touché. Et puis je voyais, j'ai eu beaucoup de confidents des enfants qui étaient déjà très actifs. Des enfants, je me suis rendu compte du genre d'enfants que mes enfants fréquentaient. Et tu te rends compte qu'un enfant en classe de 3e est sexuellement actif depuis, et il est l'ami très proche de ton enfant. Donc, les conversations peuvent virer à un moment donné. Donc, ça m'a fait du bien de faire ça. Et l'autre chose, c'est que quand ils sont arrivés en classe, les commentaires ont changé. On ne savait pas que tu étais d'une famille chrétienne comme ça. Parce que lui, quand il parle, on se dit, bon, on le rabat. Il connaît une ou deux choses, ça va, mais bon, et puis ce jour, il découvrait que, mais c'est les parents. C'est depuis les parents, oui. Et il y en a même qui ont demandé qu'est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de moi pour parce que eux, c'était apprécié que, oh là là, avoir des parents de ce genre. Donc, je pense que c'est aussi... parfois, on a des enfants qui cherchent même à se confier. Quand ils n'ont pas trouvé l'oreille attentive au niveau des parents, parce qu'ils ont parfois des choses, ils se disent que si je dis à mon père ou à ma mère comment elle va prendre, et ils gardent ça pour eux, surtout si les parents n'ont pas créé le cadre pour pouvoir s'exprimer, surtout des choses assez intimes comme ça. Justement. Et nous devons être très rigoureux. Par exemple, une nounou qui viole un interdit. Pour moi, 1-2 fois, c'est le renvoi. Parce que ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous ne savez pas jusqu'où ça va. Il y a des noms qui font des attouchements aux enfants. Parce que quand tu commences par voir, ça va te pousser plus loin. Et la personne la plus proche, ce sont les enfants. Ce sont des enfants. Donc, je pense que quand on a ce genre de choses, on doit frapper fort parce que l'ennemi attend juste une fissure pour entrer. Et le fait que dans ta maison, après que tu aies fait le culte matinal, que tu sois parti et qu'il y ait eu ce genre de choses, ça ouvre déjà une porte. Et tu ne comprends pas pourquoi il y a ça dans ta maison. C'est pour ça que quand on rentre dans les lois, on se rend compte que Dieu dit que même quelqu'un de passage chez toi doit respecter la loi. Donc les lois que j'ai données ne sont pas seulement pour toi. Ça doit suivre même quelqu'un qui est de passage. Donc même le type de personne que nous prenons sous notre toit, même si c'est une nuit. Quand Dieu demandait aux gens de jeûner, même les animaux jeûnaient, il disait 3 jours, même les animaux, on ne leur donnait pas le bétail. Alors vraiment, c'est très riche. On va passer à une autre revue très importante. J'ai ma boîte. J'ai ma petite boîte et mes petites questions. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Je vous explique ça tout à l'heure. Vous allez prendre quelques questions là. C'est la rubrique à votre avis. N'est-ce pas? Je vous expliquer tout à l'heure. À votre avis et on revient. Alors, de retour sur le plateau, au cœur de la famille, nous sommes dans notre dernière rubrique. Il nous reste quelques minutes pour la fin. Alors, dans cette boîte, j'ai quelques questions que les gens se posent. Ce ne sont pas des questions personnelles. Donc, chacun de vous va prendre une question. C'est 4 questions. Chacun de vous va prendre une question. Tu prends la question, tu la lis à voix basse. Si la question ne t'inspire pas pour répondre, tu la remets. Si tu penses que tu vas répondre à la question, tu passes la boîte à l'autre, tout simplement. Et puis tu vas relire la question dans la haute voix pour répondre à la question. Donc là, je passe d'abord la boîte à André, qui va choisir n'importe quel papillon là. Voilà, il va lire sa question en solo là, c'est pour lui. Très bien. Donc ça va. Bénisson Muriel qui a pris son papillon. Tu lis d'abord en silence si ça te convient. Parce que c'est pas, on peut pas piéger des gens. Voilà, donc ça va. Et puis Patricia. Tu n'as pas beaucoup de choix, il ne te reste que 2 papillons, Patricia. Donc si ce n'est l'un, ce sera l'autre. Bon, je vérifie quand même. Voilà, alors je récupère
récupère la boîte Patricia. Ah non, on n'a pas terminé. Celle-ci, bon. Très bien. C'est pour ça qu'on essaie de mettre toujours un peu plus pour que ce soit pas net. Donc on va commencer par, non pas par André, par une femme. On va commencer par Benson Muriel. Tu nous lis ta question et tu la réponds. Donc vous êtes libre de réagir sur sa question. Le père offre un téléphone Android à son enfant de 10 ans qui vit avec son ex-femme alors qu'elle n'apprécie pas. Que faire? Voilà. Que faire? Le père offre un téléphone Android à son enfant de 10 ans, alors que à son enfant de 10 ans, alors qu'il ne vit pas avec l'enfant. Je voulais demander une précision. Est-ce que son ex-femme, c'est la maman de l'enfant? Oui, la mère de l'enfant. Ils sont séparés. Ils sont séparés. Donc comment on fait? En général, quand les parents se séparent, il y a souvent une petite compétition là. Chacun veut montrer à l'enfant que c'est moi. Et surtout la personne qui est souvent hors. Donc le père veut montrer à l'enfant qu'il aime beaucoup, je prends un téléphone, alors que la mère n'apprécie pas. Alors que la mère n'apprécie pas. C'est vraiment délicat. Parce que toi, tu risques de construire d'une main et l'autre détruit de l'autre. C'est vraiment délicat. Comme elle disait, vraiment, ce n'est que les explications. Tu expliques vraiment à l'enfant que voilà, pour ton intérêt, je ne veux pas encore que tu aies telle chose. C'est vrai qu'à 10 ans, ou alors, si c'est pas... Bon, je pense que la maman peut se rapprocher d'abord du papa, que cet enfant est trop jeune pour avoir un téléphone. Voici les règles que j'ai établies pour lui. Vraiment, c'est dans notre intérêt de tous. Tu essaies de le sensibiliser. Si c'est qu'il n'écoute pas, lui, il veut toujours sa compétition, égoïste et tout. Vraiment, là, tu causes aussi avec l'enfant. Tu essaies de lui expliquer. Pourquoi tu ne peux pas accepter qu'il ait ce téléphone-là, même si c'est son papa chéri qui lui a offert cela. Parce que souvent, le père, dans ce cas, c'est vraiment très délicat. Parce que si un père qui fait ça est dans une attitude de compétition, dans son esprit, il va vouloir dire à l'enfant, tu vois, je te donne c'est la mère qui ne veut pas. Et donc, un peu comme si la mère ne veut pas, alors que c'est elle qui vit en permanence. Il y a des enfants qui ont eu à faire des choix terribles comme ça, parce qu'ils ont cru que c'était ce parent-là qui nous voulait du bien. Et ils ont plié leur bagage, ils sont allés chez ce parent-là pour aller être désillusionnés à la fin. Que ce n'était pas ça. Peut-être que le père, il a déjà sa femme, son autre femme là-bas, et là-bas, ça devient autre chose. Donc dans ce cas, c'est bien d'expliquer on essaie d'avoir une conversation avec le père. Si ça ne marche pas, on explique quand même à l'enfant, mais dans tous les cas, on retire. Oui, parce que c'est la personne qui gère l'enfant au quotidien. Dans tous les cas, si c'est toi qui gère l'enfant au quotidien. Oui, parce que l'enfant vit avec la mère. Vraiment, faut seulement agir. Alors, très bien. André, on est tout à toi. Alors, c'est vrai que je voulais quand même... Oui, bien sûr, tu peux dire quelque chose par rapport à ça. Aussi, surtout par rapport à ce cas, je ressens une sorte de conflit entre les parents. Oui. Je ressens... j'ai même l'impression que la mère n'est pas facile par rapport à la communication avec le père. Et que justement, ce téléphone est sa dernière chance, parce que... Là, il parle pour les hommes. Il peut parler à son enfant. J'essaie juste d'imaginer. J'essaie d'imaginer parce que je voudrais qu'on regarde quand même tous les aspects. Oui, pas seulement ce qu'on a vu là. Parce que parfois aussi, il y a des hommes qui n'ont pas accès à leurs enfants, et c'est difficile. Oui, surtout quand ils sont séparés d'une certaine manière, la mère veut tout bloquer. La famille de la femme aussi. Elle veut utiliser l'enfant comme un... Oui. Donc, c'est pas bien. Ça aussi, c'est pas bien. Il faut déjà se rassurer qu'on ne le fait pas pour punir un peu le père aussi, parce que ça peut être de dire, bon, je veux pas parler avec lui. En fait, les donc, deux ne doivent pas se servir de l'enfant pour gérer leurs problèmes. Ouais, ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut intervenir pour fermer la page une fois? Je suis beaucoup touchée par ce sujet parce que j'ai vécu au milieu des parents séparés. Je vivais avec ma mère et ma mère n'était pas nantie, mais mon père si. Donc mon père se battait pour être celui qui... Et puis j'ai grandi en critiquant beaucoup ma mère. Parce que je voyais que non, avec papa ceci, papa c'était tellement facile, papa donnait ceci, maman donnait de tout ce qu'elle pouvait donner. Et pour le père, c'était une façon de démontrer un truc aussi. Et quand j'ai découvert à la fin, c'était choquant.
c'est un coup dur de se rendre compte que celle même qui t'a manifesté tout le... Puisque le père à distance, c'est la mère qui ne vit pas tous tes déboires quotidiens, qui gère tes difficultés. Les nuits sans sommeil quand tu es malade, les ceci, mais parce que papa envoyait un jar d'argent au papa, du coup, ça n'a plus de valeur. Et je pense que nous devons faire très attention d'utiliser les enfants parce que quand on parle de guérison intérieure, chez moi, c'était un sac. C'était fort parce que c'était plusieurs abus comme ça. Il y avait maman qui connaissait les réalités de l'enfant et qui voyait que ceci ne devait pas se faire. Mais papa qui voulait démontrer un truc. Et à un moment donné, je jouais double vie. Parce que papa, on gérait ceci. Chez maman, je suivais les interdits. Et c'est la grâce que j'ai eue dans le Seigneur qui m'a donné de choisir ma route. Mais ma mère était très stricte. Et aujourd'hui, je bénis l'Éternel pour ça. Ma mère était très stricte et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aussi beaucoup aidé. C'est-à-dire, elle devait te dire, tes choses, la fais ça quand tu seras de son côté. Mais quand tu es ici, voilà, même si tu la regardes, même si tu ne lui adresses pas la parole, tu vas faire ça. Oui, elle préfère parce qu'elle savait. Et c'est... Tu es tellement reconnaissant. J'ai découvert après que mon papa était tellement dominateur que je me suis demandé que mais elle faisait même comment? Oui, vraiment, elle faisait comment? Donc nous devons faire très attention parce que il y a une génération qu'on bâtit au milieu. Ouais, c'est ça aussi. Il y a une génération qu'on bâtit au milieu. Nous avons été deux, mon petit frère et moi, mais j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Lui, non, et je ne veux même pas le mentionner parce qu'aujourd'hui, vraiment, je prie tous les jours pour lui. Je prie tous les jours. Les effets, de tout ça. Il est devenu n'importe quoi, un enfant avec une très grande des valeurs. Et c'est quand maman est décédée que on a compris que c'est elle qui le maintenait. Parce qu'il a basculé. Totalement. Oui, il a basculé. Donc, on doit faire très attention, vraiment, en tant que parents. Parce que nous allons répondre de ces enfants devant le Seigneur demain. Nous allons répondre. Et puis même dans leur vie future, hein, parfois quand on est passé à côté et qu'on voit ce que son enfant devient, on se meurt à petit feu. Oui, alors André, nous sommes avec toi. Alors, comment faire pour aider les enfants à avoir de bonnes relations qui ne les affectent pas? Qui ne les affectent pas. Oui. Alors moi je dirais que la première chose c'est qu'il faut être le parent de votre enfant et en même temps le parent de ses amis. C'est-à-dire que il faut traiter ses amis comme tes propres enfants. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Et la meilleure façon de les connaître, c'est en échangeant avec ton propre fils ou ta fille. S'interroger sur les amis. Je prends l'exemple de mon premier fils il m'avait fait une remarque sur un de ses camarades qui était justement dans le même quartier que nous. Alors, il se moquait de lui. Il me dit vraiment, je préfère taire son nom, X, et il fait des mots sur lui, il est toujours sale. Alors, je l'ai écouté attentivement. Et je suis resté tranquille, j'ai partagé avec Gladys. Et après, je suis passé plusieurs fois dans la zone où ils habitaient. Et puis je l'observais justement, il était vraiment un peu abandonné à lui-même. Et alors j'ai commencé à faire ceci. Chaque fois que je passais avec la voiture, parce qu'ils allaient puiser l'eau très loin, je le transportais. Et je le saluais. Et il était tellement surpris de voir qu'un adulte puisse son camarade le saluer. Alors ça fait que chaque fois que je passais, le père de Lyon, Alors c'est comme ça que j'ai découvert ses parents. Et donc du coup, les parents se sont rendus compte que moi, un adulte était l'ami de leur enfant. Eux, ils négligeaient. Et je lui ai dit, mais toi, ce sont les babouches. Il a couru prendre ses babouches. C'est pour ça qu'il s'est caché, parce qu'il n'avait pas les babouches. Et parce que je lui rappelais tout le temps. Il faut les mettre les babouches. Et donc, du coup, les parents ont pris conscience que ils avaient quand même... quelqu'un d'autre regarde aussi. Et qu'à partir de là, même si eux, ils le négligent, parce que l'autre parent regarde aussi cet enfant. Il faut bien qu'il se rattrape. Il faut qu'il se rattrape. Oui, et j'étais très heureux un jour quand mon fils me dit que papa tu as changé. J'ai trahi le nom. Il a changé. Il est bien déjà. J'étais tranquille. Je dis gloire à Dieu. Donc c'est un peu cette démarche que moi je propose. C'est-à-dire qu'il faut... C'est important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
il ne faut pas qu'on aide nos enfants à marginaliser leurs camarades qui ne sont pas, entre guillemets, à leur goût. Parce qu'effectivement, on ne connaît pas souvent ce que les autres vivent. Les enfants regardent les apparences. Non, elle n'est pas propre, il n'est pas propre, mais l'enfant ne peut pas savoir ce que l'autre vit chez lui, les difficultés de l'autre. Et si nous, on entre dans ça en disant, non, comme il n'est pas, éloigne-toi, on n'aide pas l'autre enfant, en fait. Il faut aussi être prêt à subir, je ne sais pas si je vais appeler ça l'assaut des autres parents, parce qu'on a aussi un autre cas où nous sommes arrivés dans un quartier et justement parce que nous on est très sensibles au port des babouches. Et là-bas, les enfants allaient toujours bien, des grands enfants. On a acheté la bouche à tous les enfants. Alors ils ont commencé à les mettre, c'est devenu un problème avec les parents. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez montrer quoi? Vous voulez montrer que... Surtout que les nôtres mettent leur babouche. On est même allé plus loin, il y a tellement de situations, on est même allé plus loin parce qu'on avait vu que c'est voilà, il n'avait pas assez de moyens. De ressources, oui. On a donc décidé même de créer une opportunité à une maman pour qu'elle puisse se débrouiller avec un petit commerce. Elle a pris cet argent, elle est partie faire autre chose. Donc, parfois, c'est pas évident. En fait, elle avait ses propres problèmes. C'est pas évident. Non, ce n'est jamais évident. Merci. Patricia, nous t'écoutons. D'accord. Je voudrais renchérir à ça et dire aussi que je pense que nous devons avoir le regard divin sur les autres avec ton expérience parce que il y a des parents qui n'ont pas connu ça et ils ne transmettent que ce qu'ils ont reçu. Donc parfois quand on a des cas comme ça, c'est aussi l'opportunité de montrer l'amour de Dieu en manifestant, même si en retour il y a des cailloux qui nous seront jetés, il y a quand même parmi ceux-là, il y en a qui vont garder quelque chose de ça et qui vont certainement chercher à comprendre pourquoi vous avez ce genre de cœur. Donc ça c'était pour il y en a qui peuvent dire que c'est parce que tu veux prendre leur enfant dans le compte. Oui, parfois je dis ça que oui, voilà, effectivement, que les babouches qui sont en train de donner là, c'est pas mais facile. si tu peux m'acheter des babouches, un parent prend, jette. Oui, c'est comme ça. Et puis si que l'enfant porte ça, fait les cauchemars. Voilà, mais vraiment, même vous dire que il faut une dépendance, c'est-à-dire que vraiment, tu peux vraiment faire du bien comme ça et ça se retourne, on te soutient. Mais franchement, c'est très pertinent. Oui, moi, je me souviens même dans mon quartier, quand j'étais tout petit, alors les parents, les autres parents ont commencé à m'apprécier. Et ils ont commencé à venir voir ma mère pour dire vraiment ton fils, il est comme ça, lui il n'est pas comme les autres. Ma mère m'appelle et elle me dit écoute, fais attention. Tu veux qu'on te tue dans le quartier ici? Fais attention, la fille là te veut déjà du mal. Alors, Patricia, c'est juste 2 minutes. D'accord. Déconnecter totalement ses enfants de la télé, Internet, est-il la solution? Ça peut être une des solutions. Je l'ai pratiqué avec les miens. À un moment donné, quand je vous ai raconté la petite histoire, on a donné on leur a donné la possibilité de corriger. Quand ça s'est récidivé, on a enlevé. On a carrément enlevé la télé. Ça fait plus de peut-être 8 ans. C'est cette année qu'ils sont en pleine négociation. Maman, on a grandi. Maman, tu vois qu'on se... Et puis justement, quand nous les envoyons, quelque part, nous observons le comportement avec là où ils se trouvent la télé. Et on observe ce qu'ils font. On observe ce qu'ils regardent. Oui. Et on a eu de très bons retours de ce que là-bas, ils disent que nous, on nous interdit ceci. Ou parfois, ils se trouvent assis dehors quand une musique n'est pas... Et là, leur papa et moi, on s'est assis, on leur a dit, vous méritez qu'on vous mette sur la télé. Mais on leur a dit, cette fois-ci, on sera très radical. On sera. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est une des solutions. On peut être radical, mais comme je disais toujours, donner à l'enfant de connaître le bien fondé. Et puis, fixer le but pour lequel il faut avoir un but, justement. Et être sûr qu'on travaille pour atteindre cet objectif. Parce que comme je disais, l'enfant. Moi, j'ai pas connu cette harmonie familiale, mais je me suis donné le challenge de donner ça à mes enfants. Donc, je me bats pour être présente. Je me bats pour, quand j'enlève quelque chose, je dois substituer. Oui, il faut remplacer le vide par quelque chose. Je dois. Donc, et ça fait en sorte que ça me facilite la tâche. Pas le temps de s'ennuyer. Oui, ça me facilite la tâche. Et parfois, quand je suis de retour, ils vont remplir ma chambre. Tu sens qu'ils ont envie de passer du temps avec moi. Et il faut que je trouve ce temps pour leur donner. Donc, on peut, mais si on doit annuler la télé, il faut remplacer. Parce qu'à la place, nous avons
fait un desktop. La nuit, c'est la télé du diable. On a mis le desktop, on a pompé tout ce qu'on pouvait télécharger comme dessin, comme oui. Et puis, il passait tellement. Maman, c'est fatigant qu'on montait la Bible avec, si c'est dur pour rentrer dans la Bible. Et ils sont restés là longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, l'aîné qui a 16 ans, il chante encore les chansons de quand il était petit, parce que c'est resté, il a grandi. Et ils ont aimé. Et à un moment donné, on ne devait pas aussi les sortir avec eux, parce qu'il faut aussi quand ils restent seuls à la maison, c'est dangereux aussi longtemps, toute la journée. Et c'est ça, quand ils sont avec un Internet, effectivement, ils vont chercher à communiquer avec et à ce moment, il faut aussi serrer le cœur, parce qu'on va te casser beaucoup de choses. Parce que quand ils ne sont pas devant la télé, ils sont en activité. Ils vont courir. Ils sont en activité. Et puis, calme ton cœur. Si tu rentres, tu trouves qu'en courant, on a cassé on a cassé, parce que la plupart des temps, justement, l'option la plus facile, c'est la télé. Quand ils sont devant la télé, tu peux faire 5 heures dehors. Tu retournes, ils sont devant la télé. Il faut qu'on pallie à ça. Donc ça, c'est une des Comme on disait tout à l'heure, pendant le culte, pour qu'on te laisse suivre le culte, tu leur donnes le téléphone. Et puis pour être libre, c'est comme ça, donc il faut montrer l'importance de Dieu aux enfants pendant qu'on est petit. Et alors merci à tous, merci. Nous sommes arrivés au thème de cette émission très riche, très bénissante, et j'espère que vous avez apprécié tout aussi bien que nous. Merci beaucoup à Patricia, notre expert en relation de merci infiniment. J'espère qu'on va te recevoir encore sur ce plateau. Vraiment, je suis contente d'avoir été là. Je suis très contente, et je voudrais vraiment qu'on prie beaucoup pour ceux qui sont addicts des téléphones et tout le reste, parce qu'il y en a qui sont vraiment devenus des addicts, et c'est vraiment la prison de Dieu. C'est des prisons pour eux. Pendant que nous prions pour nos enfants, prions aussi pour ceux-là qui n'ont pas des parents qui peuvent leur offrir ça. Et les accompagner. Merci, bénédicteur Miel, notre chance. Merci beaucoup. J'espère que tu reviendras à une prochaine invitation. Merci, André Bion. Merci de ta présence et de ton expertise. Mais il faut quand même que les uns et les autres sachent que les réseaux sociaux doivent être utilisés de manière apostolique et évangélique. Donc on peut investir ces réseaux sociaux, les ramener vers les rendre utiles, utiliser à notre manière, de la bonne manière, pour le bien d'un plus grand nombre de personnes. Nous allons terminer par là. C'est bien, ce n'est pas toujours mauvais, il y a de bonnes choses, on peut vraiment en tirer du bon. Trouvons les moyens de le faire, et surtout soyons bénis, et que Dieu bénisse nos familles. À mardi prochain pour une nouvelle thématique avec d'autres experts juste pour vous. Au revoir.